Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour à tous et bonjour à toi Hélène Drumont. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Surtout mes auditeurs vont te découvrir. Tu es quand même récemment passé dans la presse belge. J'ai vu ça, donc beaucoup de gens maintenant te connaissent. On s'est rencontrés à New York et j'avais envie d'aller explorer un petit peu ton vécu dans ce podcast. Ils ont rêvé et ils ont osé, puisque on en parlait en aparté. Il y a des choses qu'on ose faire qui demandent énormément de courage, comme tu as pu le faire. Et je vais te laisser en parler et te présenter. Voilà, merci beaucoup Laurent, je suis ravie d'être là sur ce chouette podcast. Donc oui, moi je vis à New York, je suis belge, je suis européenne et je vis à New York depuis une dizaine d'années. Et oui, parlant de sortir de sa zone de confort, de faire quelque chose de différent, en fait j'ai un parcours assez atypique parce que je suis médecin et maintenant j'écris des livres. Alors comment est-ce que de la médecine on en arrive à écrire des romans? En fait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager et ça, je suis sûre que ça a joué aussi dans les différentes prises de décision. Mais donc, j'ai commencé à travailler en hôpital en Belgique. J'ai fait la chirurgie ORL, c'est là-dedans que je me suis spécialisée. Et puis, j'ai vécu à Singapour après la Belgique et c'était une super expérience et j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres médecins là-bas qui faisaient carrière plutôt dans la recherche clinique, dans l'industrie pharmaceutique et pas dans la pratique médicale. Et je me suis dit, bon, mais tiens, ça c'est intéressant. Enfin, j'aurais quand même envie de tester, d'apprendre, de connaître ce milieu-là. Donc, quand on est revenu en Europe, pardon, j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique, dans le domaine du cancer du sein, en recherche. Et puis, petit à petit, ben voilà, j'ai gravi les échelons, j'ai eu de plus en plus de responsabilités. Et puis, on a eu l'opportunité de venir ici à New York avec mon mari. Et donc, j'ai saisi l'opportunité parce qu'on est tous les deux alignés, mon mari et moi, sur le fait qu'on adore voyager, que si l'occasion se représentait après Singapour, on la ressaisirait. Donc, voilà. Donc, on est arrivé avec nos deux enfants à New York il y a une dizaine d'années. Et donc, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas de visa de travail. Donc, on est venu dans le cadre de la carrière de mon mari. Donc, d'abord, je n'avais pas, il fallait attendre quelques mois pour le visa de travail. Et donc, j'ai fait pas mal de choses et notamment, je me suis mise à gribouiller un petit peu, commencer à écrire, mais sans vraiment me prendre au sérieux. Et j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré écrire. Et comme je pense beaucoup de monde, j'avais à l'arrière de la tête l'idée d'un jour écrire un livre, mais je ne me prenais vraiment pas au sérieux. C'était plutôt un rêve, disons. Et donc, je me suis mise un petit peu à écrire. J'ai fait aussi 2, 3 autres choses. J'ai fait notamment du bénévolat dans le monde de la musique au Carnegie Hall parce que c'est un domaine que j'adore aussi. Enfin, bref. Et puis, j'ai eu mon visa de travail après quelques mois et j'ai été engagée dans une grosse firme pharmaceutique ici à New York. C'était le siège mondial de la boîte et donc c'était un job extrêmement prestigieux, très, très, très stimulant intellectuellement. J'étais directrice médicale pour différentes études cliniques, des grandes études cliniques de phase 3 qui courent à travers le monde dans plein d'hôpitaux, dans des centaines d'hôpitaux différents avec des milliers de patients. Donc, c'était un job au contenu extrêmement stimulant, extrêmement valorisant, mais l'environnement de travail était assez compliqué. Et je pense que ça, c'est commun à beaucoup de femmes. Je pense qu'on ne veut pas décevoir et on ne veut pas dire non. Et ça, c'est vraiment, je sais, quelque chose d'assez fréquent chez nous, les femmes, et chez les hommes aussi, c'est pas ça. Mais bon, je pense qu'il y a énormément de femmes qui peuvent se retrouver là-dedans. On veut pas décevoir et on se donne à 350% quand on fait quelque chose et on est perfectionniste. Et donc, je pense que je donnais la perception de quelqu'un qui, savait assumer et qui disait pas non, donc qui pouvait toujours avoir de plus en plus. Et en fait, c'est un service, on est pris dans l'engrenage parce que finalement, c'est extrêmement valorisant, bien sûr, c'est très gratifiant. On se dit, oh, mon travail est reconnu, c'est fabuleux, on apprécie ce que je fais, mais d'un autre côté, on sent que de plus en plus, on se dilue, on se perd. On va droit dans le mur parce qu'on est épuisé, on travaille tous les jours jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Et on est vraiment pris dans cet engrenage toxique et je souffrais énormément de ne pas être assez présente pour mes enfants à la maison. C'était un job, encore une fois, extrêmement stimulant mais excessivement exigeant et l'environnement
travail était vraiment néfaste dans le sens où c'était assez dysfonctionnel. Et probablement que c'est le monde du travail américain, mais pas que. Je pense que c'est lié aux compagnies elles-mêmes. Enfin voilà. Toujours est-il que ce qui s'est passé donc après plusieurs années, c'est qu'un de mes enfants a un souci de santé et heureusement tout va bien, ça a été pris en charge, mais à l'époque il a fallu commencer un traitement, il a fallu que vraiment je sois beaucoup, beaucoup plus présente au quotidien avec lui. Et c'est ce qui m'a, en fait, finalement poussée à tout quitter. Et c'est intéressant parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais continué, mais j'aurais vraiment continué jusqu'au burn-out complet. Oui, Là, oui, j'étais déjà pas loin. Mais parce qu'on se dit encore une fois, ben non, c'est toi qui dois avoir un problème d'organisation, retrousse tes manches, organise-toi autrement, ne te plains pas, c'est temporaire, ça ira mieux. Enfin, voilà. Alors oui, que oui, je vois. parce qu'on se dit que finalement, c'est égoïste d'abandonner son équipe et on se dit c'est égoïste de s'apitoyer sur son sort. Alors que quand il y a quelqu'un qu'on aime qui a besoin de nous et qui va pas bien, là, on n'hésite absolument plus. Et Oui, là, ça devient égoïste de ne pas tout plaquer. C'est fou, hein, mais les comme priorités changent en fait. complètement, mais Les complètement. priorités changent et d'un coup, ça devient égoïste de ne pas être présente pour son Mais enfant. c'est exactement ça qui Et s'est là, il n'y a passé. plus d'autres possibilités. Alors que quand même, et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça que j'ai vécu. Ça, c'est vraiment mon expérience. Et encore une fois, tout s'est bien passé. J'ai donc quitté le monde corporate, j'ai quitté le monde médical et je ne l'ai jamais regretté. Je me suis reconcentrée sur ma famille, sur mon petit et tout s'est bien passé, tout s'est mis en place, voilà. Et maintenant, il va très bien. Mais ce que je voudrais dire avant de continuer mon histoire, je suis désolée, je parle. Mais vas-y, c'est ton Mais non, micro. mais voilà. C'est ton micro. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que c'est dommage que ce soit comme ça, que tellement de monde finalement expérimente les choses, parce qu'on ne devrait pas attendre que quelqu'un d'autre soit en détresse Oui, pour tout plaquer. On devrait se dire que quand nous-mêmes nous sommes en détresse et qu'on se sent tellement se diluer, tellement s'épuiser dans quelque chose qui peut-être nous a convenu à un certain moment dans notre vie, mais qui ne nous convient plus, il ne faudrait pas en attendre, en arriver jusque-là, disons, tout à pour fait. pouvoir se dire, je plaque tout, maintenant je n'hésite plus. On devrait être plus égoïste quelque part et se dire, mais finalement, n'importe quel job, les équipes vont finir par toujours rebondir sans toi. Voilà, il y a pas de, il y a pas de doute là-dessus. Donc même si on a l'impression d'être affreusement égoïste parce qu'on quitte une équipe ou quoi, ils vont toujours finir par s'en sortir. Alors qu'une santé, un corps, un esprit, on n'a que le nôtre finalement, Tout à et fait. on est les seuls à pouvoir le préserver. Hein. Oui, Enfin, voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive à ces extrémités-là pour se dire je quitte un monde qui ne me convient pas, mais soit. Et donc, j'ai donc quitté mon poste et je me suis occupée de mon petit, voilà. Et après quelques mois, bon, ben, je me suis dit, OK, ben maintenant, Hélène, qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, mais retournons à cette petite histoire que j'avais commencé à écrire. Et voilà. Et donc, petit à petit, je m'y suis mise de plus en plus sérieusement. J'ai suivi des cours, j'ai suivi une masterclass d'écriture, j'ai suivi des cours. Et ça demande une discipline énorme, finalement, parce qu'on est tout seul. Surtout oui. quand on a l'habitude de travailler en équipe avec des deadlines, des projets, etc. Là, on se retrouve vraiment complètement seul face à son manuscrit. Donc, ça demande beaucoup de rigueur de travail et de discipline. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut pas se dire que, clac, ça fait, on a une illumination et puis ça vient tout seul. Non, c'est un processus qui est long. Il faut trouver sa structure, il faut trouver sa routine. Ce qui convient à l'un ne va pas convenir à l'autre non plus. Hein, Absolument. C'est très personnel comme travail. complètement. Et donc, je m'y suis vraiment mise de plus en plus sérieusement. Et puis là, voilà, écoute, nous en sommes à plusieurs années plus tard. Et là, j'ai mon quatrième livre qui sort ici en novembre. J'ai mon éditeur, l'édition d'Avalon. C'est une maison d'édition qui est basée en France. J'écris en français, hein, exclusivement. Et donc voilà, écoute, c'est une belle aventure et ça me rend très heureuse d'écrire. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on ne se rend pas compte de là où on va aller. Enfin, ça a l'air très farfelu quand je le dis comme ça, mais j'imagine tu as vécu la même chose. L'écriture nous emmène vraiment explorer des horizons qu'on n'aurait absolument pas soupçonné explorer et ça nous apprend tellement de choses sur nous-mêmes. Oui, Et tout se fait de manière complètement inconsciente. Alors, moi, je ne me dis jamais, voilà, aujourd'hui, tu vas écrire et développer sur tel
aspect de ta personnalité ou extrapoler sur telle angoisse qui n'a pas encore été résolue. Absolument pas. Tout ça se fait de manière complètement inconsciente. Oui. Et ce n'est que bien après, on se dit, ah, ben en fait, ça, c'est sans doute, ça vient de là. Voilà. Donc, c'est fabuleux comme phénomène. Et voilà. C'est très riche l'écriture et souvent avec plusieurs auteurs qui sont passés à ce micro d'ailleurs, on dit que les personnages nous emmènent là où ils veulent aller. Complètement. Complètement. Mais je Et c'est valide vraiment ça. quelque chose Oui. qui ressort. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Oui. Et moi, j'ai retrouvé des souvenirs dans mon premier roman que j'avais totalement occultés. Oui. Et c'est à la Oui. relecture, après les corrections, que ça s'est réapparu. Donc, Ça c'est saute aux complètement ça. yeux. Je Oui. pense que Tout à nos fait. livres, ce sont des histoires créées, puisque toi aussi, c'est de la fiction. Mais Tout à fait. dedans, c'est quand même rempli de nos propres vécus, de nos Ah, propres mais émotions. absolument. C'est Oui. ce qui en fait, parce qu'on peut pas traiter des mêmes sujets dans plusieurs romans et qui seront tellement différents par rapport à la personnalité de l'auteur. Et c'est Oui. ça le charme aussi de la lecture et de l'écriture. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est une question qui revient souvent, hein. Est-ce que tes livres, c'est purement fictionnel? Tu t'inspires de toi? Et alors, je dis toujours, oui, c'est purement fictionnel. Ça y a aucun doute là-dessus, mais ça vient toujours de quelque part et c'est absolument inévitable. On puise en nous, puisque Oui. c'est nous qui écrivons. Et donc, ça se fait de manière systématique et inévitable. Maintenant, rien de ce que j'écris n'est autobiographique, ça c'est sûr, mais comme tu dis, ça vient de quelque part. Voilà. Oui. Oui. Et moi, je pense que, enfin, moi, quand on me pose la même question sur un salon, je dis non, non, c'est 100% fictionnel, sauf les émotions qui sont dedans. Oui, c'est bien dit. Oui, Puisque les oui, émotions, forcément, partent de moi. Et si elles partent de moi, oui, elles partent de quelque chose que j'ai vécu, tout à fait, dont je n'ai pas conscience sur le moment où je mets ces émotions dans l'histoire, mais tout à qui, fait. après, effectivement, comme tu le disais, on réalise qu'il y a Oui, un vécu derrière. Donc, tu vas avoir un nouveau livre qui sort là en novembre. oui, 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 c'est le quatrième. Et donc, c'est très excitant, c'est très chouette. Nous sommes dans la phase de pré-lancement. Oui. Et oui, oui. Mais c'est un roman. Donc, en fait, j'ai écrit, donc, mon premier livre, c'était un roman qui se passe entre New York et Singapour. Donc, c'est une histoire d'amour, mais alors, c'est pas vraiment une comédie romantique, c'est plutôt un drame romantique, parce que je sais que il faut toujours donner des étiquettes et faire rentrer les choses dans les cases. Et enfin, comme tu le sais certainement, enfin, voilà, j'imagine que tu as vécu la même chose. C'est très, très, très difficile pour un Oh auteur, que une oui. autrice, de faire rentrer ton livre dans une case parce que pour toi, il est tellement de choses. Et je pense qu'on n'a pas la perspective et la distance nécessaire Oui, pour ça. absolument. Mais donc voilà, mais j'ai appris, j'ai fait l'exercice. Et donc voilà, si je dois le faire rentrer dans une catégorie, parce que c'est vrai que pour les lecteurs, les lectrices, c'est très compliqué aussi s'ils n'ont aucune idée de quoi ça parle. Donc il faut bien quand même donner une piste. Donc voilà, c'est un drame romantique qui se passe entre New York et Singapour. Et puis mon deuxième livre, c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles psychologiques. C'est beaucoup plus sombre comme univers, mais voilà, c'est des histoires qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres, des histoires courtes. Et puis le troisième livre, c'est un livre qui est sorti l'année dernière. C'est un roman psychologique à nouveau parce que ça, c'est vraiment une constante entre tous mes livres. J'adore me développer la psychologie de mes personnages, Mm. essayer de développer le pourquoi ils réagissent comme ils réagissent, pourquoi ils disent ça, pourquoi est-ce que ils évoluent de telle manière. Et c'est vraiment ça, explorer le cœur humain parce que je trouve que c'est tellement fascinant. La psychologie, le cœur humain, Oui. et on a déjà beaucoup écrit dessus, mais je pense qu'on pourra continuer à écrire jusqu'à la fin des temps, on n'aura pas fait le tour. Euh, mais donc ça, c'est vraiment la constante. Et donc, dans ce troisième livre, ce qui est nouveau, c'est l'élément de suspense, en fait, parce que ça s'ouvre sur une disparition. Donc, on sait dès le départ que quelqu'un a disparu, mais on ne sait évidemment pas pourquoi, ni comment, ni exactement ce qui s'est passé. Et puis, alors, on retourne 4 mois en arrière, et puis tout le récit va retracer le fil jusqu'à ce que le lecteur, la lectrice comprenne exactement ce qui s'est passé. Et en fait, je raconte l'histoire à travers 3 paires de lunettes différentes, en fait, puisqu'il y a 3 personnages principaux féminins. Et alors, on progresse au fil du roman en fonction de leurs points de vue, qui sont extrêmement contrastés, mais qui sont très complémentaires, parce que finalement, chacune des 3 va nous éclairer mutuellement sur la psychologie de l'autre. Donc voilà. Et puis alors le suivant, mais là je n'en dis pas encore trop, hein, puisque voilà, mais c'est un roman. On est de nouveau plus léger et ça se passe entre la Belgique et New York. C'est très très New York comme ambiance. Mais de nouveau, c'est une histoire d'amour aussi. Enfin, il n'y a pas qu'une histoire d'amour, mais bon voilà. Mais je me concentre surtout sur mon héroïne féminine et
sur sa vie sentimentale, en fait. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Mais comme tu le disais, la psychologie du cœur, c'est intarissable comme source. Il y a Désolée, c'est tellement mon à chien dire, qui aboie. Je sais pas si vous entendez mon chien qui aboie, mais là. Ok. c'est Oui, tellement je pense riche comme sujet on que on n'aura jamais fait le tour. Oui. non, non, non. Et puis d'une personne à l'autre, on ne réagit pas avec la même sensibilité. Et puis Tout à d'une fait. rencontre à l'autre, on va même pas nous Oui, réagir de la même façon. Donc il y a complètement. tellement à Absolument. dire et tellement à Absolument. lire aussi. Moi, j'adore lire. Oui. Je n'ai pas suffisamment de temps, mais j'aimerais pouvoir C'est vrai lire. que ça demande beaucoup de temps de lire, hein. Oui, Écrire. Écrire demande enfin, je pense encore une fois, ça c'est très personnel, mais dans mon cas, ça demande vraiment une disponibilité mentale quasi totale, finalement. Et donc, la phase d'écriture, vraiment de créativité, finalement, c'est pas toute l'année pour moi, c'est quelques mois par an. Et alors, à ce moment-là, ces mois-là, je suis mais complètement absorbée dans mon histoire. Il y a vraiment pas beaucoup de place pour autre chose parce que tout notre esprit est vraiment tourné vers les personnages. On est vraiment au service des personnages à ce oui, c'est moment-là, ça. hein. Et c'est tellement intense, en fait, ce serait pas tenable d'être comme ça toute l'année. En tout cas, Oui, dans mon cas, c'est comme ça que je vis les choses. non, mais je le vis de la même façon et je pense que beaucoup d'auteurs le vivent de la même façon. Oui, Et puis, ces oui, personnages nous habitent. oui. Moi, il y a un manque quand j'ai fini un roman. Ah oui, 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 Il y oui. a un Ah oui, manque oui, parce que oui, oui, ces oui. personnages, d'un coup, ne sont plus là. Oui, J'en ai pleuré pour le premier. Il y a eu vraiment oui. une émotion, comme un Je deuil. comprends. Je comprends. Et il y a pas mal d'auteurs qui m'ont dit, ben moi, c'est pour ça que je fais des sagas, Ah ah. parce que Oui, comme ça, je retrouve mes personnages. oui, Et du coup, j'ai fait une oui. saga pour le deuxième. Moi, je me suis dit, ben, je ne vais pas les quitter tout de Ah suite. oui, 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 oui. C'est une bonne remarque, en fait. Moi, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai jamais écrit de livre en série, en saga, parce que une fois que j'ai écrit le point final, que je suis arrivée au bout de mon histoire, ben pour moi, elle est finie. Mm. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, je vais pas faire de saga, mais jusqu'à présent, disons que ça ne s'est pas présenté. Euh, mais effectivement, c'est une bonne manière de ne pas abandonner ces Oui, de personnages. les retrouver Oui, différemment, parce que oui, l'histoire prend oui, un autre tournant, où c'est un autre personnage principal qu'on a vu dans le premier. Et enfin, il y a toute forme hein, de retrouver. Et j'ai trouvé l'idée sympa et j'ai voulu tester. Donc là, je suis en cours, moi, d'écriture du deuxième tome. d'accord. Mais c'est vrai qu'après, tu as d'autres idées qui émergent aussi. Oui, Et, oui, et du coup, je veux pas me bloquer dans une c'est saga où il ça. y a des gens qui écrivent des épisodes, enfin des livres, des Oui, tomes. Et oui, je ne sais pas si moi, j'aurais cette capacité. Après, si l'opportunité se présente, on peut dire pourquoi pas. Mais je te rejoins. Un point final, c'est difficile après de le faire repartir. oui, Mais on oui, est totalement, pendant plusieurs mois, habité par ces personnages. Moi, oui. je crois que c'est, je ne sais plus quel auteur, je voudrais pas dire de bêtises, mais quelqu'un m'a dit à ce micro, moi, je mange avec mes personnages, je dors avec mes personnages. Oui. Ah oui, oui, Et c'est vraiment quelque chose pendant plusieurs mois comme ça. oui, oui. Ce serait difficile, effectivement, de faire autrement. Et c'est vraiment unique, je pense, comme expérience. En tout cas, dans ma vie, je n'ai encore jamais fait aucune autre activité où tu es tellement investi par ce processus créatif. Et comme, oui, c'est une bonne manière de dire, je mange avec mes personnages, je dors avec mes personnages, ils Oui, sont tout le temps là parce que finalement, ils t'habitent, et ils crient parce que, voilà, ils te disent, ah oui, oui, oui. ils te disent ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire, etc. Ils t'emmènent par la main. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Dans mes cours d'écriture, on avait dit, mais surtout, quand vos personnages vous emmènent là où vous n'aviez pas prévu de les emmener, suivez-les. Parce que ça veut dire que vous avez lâché prise et que vous êtes dans le bon. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque livre, je m'y retrouve, hein, vraiment. Et moi, je trouve ça super rigolo parce que toi, tu as ton idée en tête, tu veux les emmener quelque part, puis tu Ouais. vois au fil de l'écriture, de l'histoire, que ça va pas du tout. Et moi, je suis à la fois celle qui écrit, mais aussi celle qui lit finalement l'histoire qui se Oui, crée. oui, Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu es à la fois le lecteur de ta propre histoire que tu es en train de tout créer. à fait. Ah oui, il Et faut, oui, oui, c'est assez fascinant de te dire, mon Dieu, mais où est-ce que j'ai été chercher ça? Parce que c'est pas du tout ce que je voulais écrire. complètement. Et il y a un côté, oui, très solitaire à l'écriture, mais en Ah même oui, temps, oui. pas vraiment seul, puisqu'on a nos personnages en permanence, donc on n'est pas seul pendant cette On n'a période. pas de sentiment Voilà. de solitude, ça c'est très clair. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif parce que dans les faits, voilà, tu es là face à ton manuscrit, tu es tout seul, mais je ne me sens jamais seule quand j'écris. Ça c'est Oui. vrai.
complètement, C'est, complètement. Oui. Et donc l'écriture, c'est quelque chose, toi, dont tu rêvais, tu avais déjà commencé. Ça a Voilà. toujours été présent à l'arrière de ma tête, mais vraiment pendant tellement longtemps, jamais, Laurence, je ne me serais dit qu'un jour j'allais écrire tout un livre et le publier et avoir une communauté de lecteurs, de lectrices qui me suivent. Jamais je n'aurais pu, dans mes rêves les plus fous. C'est pour ça que je dis c'est une superbe aventure. Mais disons que la littérature a toujours été présente dans le sens où j'ai toujours adoré lire. Et j'ai toujours, à l'école, par exemple, j'adorais quand on devait faire des rédactions, des travaux d'histoire ou dans le cours de français. Ça, j'étais vraiment dans mon élément. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu es devenu médecin? Parce que quand même pas grand-chose à voir. Mais disons que je l'ai toujours. J'ai un côté très scientifique aussi, en fait. Et tu sais, à l'école, j'étais une étudiante extrêmement docile et je voulais bien faire mes devoirs. Voilà, déjà à l'époque, je voulais décevoir personne et donc j'avais des bonnes notes à peu près dans tous les cours. Et puis voilà. Et alors, probablement qu'il y a quand même eu un peu de pression familiale, même si encore une fois, personne ne m'a jamais forcé à rien. J'étais une adolescente extrêmement docile et je n'allais jamais contrecarrer ou challenger quand on me disait quelque chose. Mais donc voilà, donc finalement, je suis devenue médecin. Et je ne le regrette pas du tout, parce que j'ai Oui, appris mais tellement de choses, j'ai bien rencontré des gens sûr. extraordinaires. Et encore une fois, ça fait partie de moi aussi. Tu vois, Oui. je suis contente d'avoir fait ce cheminement. Euh, et tout à l'heure, enfin, on parlait entre nous de neurosciences et de neuropsychologie, et j'ai vraiment une fascination pour tout ça, pour vraiment les sciences et spécifiquement les sciences du cerveau, voilà. Et j'ai fait des cours, même après avoir quitté mon poste en recherche clinique. Voilà, je me suis mise à écrire, mais j'ai aussi suivi des cours parce qu'en fait, j'ai une particularité un peu bizarre, j'adore étudier. J'adore étudier et j'adore apprendre, mais donc voilà, donc c'est ce côté scientifique, il est toujours très présent chez moi et voilà, donc je ne regrette strictement rien, mais le côté littéraire a toujours été là aussi. Ça, c'est indéniable. Oui. Et je Mais pense que quand on a la possibilité, quand on se donne la possibilité, c'est vraiment un retour aux sources d'aller vers quelque chose qui est tellement en ligne avec nous-mêmes, c'est vraiment un retour à soi, finalement. oui, Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu vraiment, bien hein. sûr, bien L'écriture, sûr. c'était vraiment un retour vers qui je suis profondément, essentiellement. Et c'est pour ça que ça me rend tellement heureux, je pense, d'écrire. Peut-être que le fait d'avoir été ce médecin que tu as été pendant des Mm. années te donne, entre guillemets, hein, je vais mettre des guillemets, l'autorisation aujourd'hui à être auteur. Peut-être. Oui. Tu as fait Oui. tes preuves, enfin, tu t'es prouvé à toi-même, ou Ah, tu as oui, mais je prouvé, pense qu'il y a un peu de ça, tu as comme tu raison. disais, je ne Oui, veux pas décevoir, etc. Donc, absolument. aujourd'hui, Absolument. tu t'autorises puisque tu as prouvé que, et comme tu le disais si bien, la vie t'a amené à prendre cette décision. Je crois que quand à un moment donné, on n'est plus sur le bon chemin, la vie nous le rappelle. Oui. Il faut savoir Et l'écouter. Hein, oui, et ce que je voudrais dire aussi, Laurence, puisque voilà, c'est un podcast qui parle de se réinventer et finalement de prendre des directions qui ne sont pas toujours celles qui avaient été toutes tracées pour nous. Et je trouve ça fabuleux de faire ce podcast parce que on a besoin de ce type de podcast. On a besoin d'entendre les histoires de personnes qui, voilà, finalement, ben, changent de direction à un moment donné parce que quand on y réfléchit, quand on a 15, 20, 30, 50, 80 ans, on ne va pas avoir les mêmes aspirations, on ne va pas toujours être les mêmes personnes que l'on l'était. Donc, la complètement. vie n'est pas une photo statique et donc, c'est essentiel, je pense, de savoir bifurquer quand ça se présente et quand quand on en éprouve la nécessité. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je suis convaincue que le fait d'être à New York m'a aidée. Et pourquoi? Parce que même si les mentalités changent en Europe, enfin bon, moi je suis pas française, je suis belge, mais je pense que c'est vraiment similaire, hein. Quand on fait quelque chose de différent et quand on n'est plus dans les cases, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de jugement chez nous. Je parle de l'Europe, hein. Je pense on est vite jugé, on est vite montré du doigt, on est vite marginalisé, alors qu'ici c'est vraiment pas du tout Oui, ça. Et il y a une énergie extraordinaire qui fait que tu es même encouragé à te réinventer, à être original, à être différent, à suivre ta passion. Et vraiment, l'état d'esprit ici, c'est, ben, t'essayes et si tu te plantes, mais c'est pas grave. Tout oui, le monde s'en fout. Tu seras pas la première, tu seras pas la dernière.
tu te remets sur tes pattes et puis tu fais autre chose. Mais donc, il n'y a pas cette espèce de crainte du qu'en dira-t-on Tout à fait. ou d'être montré du doigt, pas du tout. Et ici, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres femmes qui avaient aussi fait des changements de carrière, mais complètement radicaux. Donc, j'ai rencontré une personne qui était avocate en France, qui maintenant, elle est chef. Et c'est sa passion depuis qu'elle est toute petite. Elle cuisine, mais merveilleusement bien. Et donc maintenant, c'est ça qu'elle fait. Elle travaille de la cuisine, quoi. Elle est chef coq. Voilà. Une autre qui était dans le marketing et qui est maintenant photographe professionnelle. Et je pense que on a besoin d'entendre des histoires comme ça, de rencontrer des personnes comme ça pour se dire que ça existe, pour Oui. se dire que ces personnes-là sont heureuses d'avoir fait ce changement, qu'on n'est pas des extraterrestres finalement, Oui. et que même si, attention, c'est pas ce qu'il faut, tout le monde ne doit pas changer radicalement. Parfois, on a besoin d'un petit changement qui n'est pas un changement à 180 degrés, mais parfois oui. Et donc, je pense que c'est bien d'entendre toutes ces histoires et certainement se retrouver dans un environnement ici à New York où c'est tellement encouragé, il y a tellement énergisant finalement, mais on a beaucoup moins peur de se lancer parce que voilà, c'est l'inconnu. C'est complètement sortir de sa zone de confort. Mais quand tu es dans un environnement comme ça, je pense que ça aide. Et Ça puis, ce qu'il y aide a aussi, énormément. ça aide énormément. Et ce qu'il y a aussi, et ça, c'est crucial, et dans mon cas, ça a été essentiel, c'est le soutien des proches, hein. Mon Oui. mari a été mais extraordinaire. Il m'a toujours soutenu, ma famille, ma maman, mes amis. Et ça, je pense, parce que sinon, tout seul, et encore une fois, je pense surtout les femmes, sans vouloir caricaturer, on est très dur envers nous-mêmes. Et avant de se sentir légitime, surtout dans un milieu différent de celui où on a l'habitude d'évoluer, mais il faut vraiment, on n'a pas confiance en nous comme ça. C'est rarissime qu'on puisse se dire, mais oui, je vais être la meilleure, et voilà, et maintenant je vais être brillante. Non, on se dit pas ça. Et donc, c'est Non. ultra important d'avoir un entourage qui nous soutient. Oui. Sinon, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu me lancer comme ça, et persévérer sans ce soutien. Ah oui, 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 C'est pour ça que le podcast s'appelle Ils ont rêvé et ils ont osé, parce que oui, cette notion de oser, justement, tu oui, viens de très bien l'exprimer, c'est un sacré challenge de se dire, bon, j'ai une sécurité, oui. ben, voilà, j'ai ma vie est ainsi faite, alors mari-enfant ou pas d'ailleurs, Ou pas, oui, mais est-ce que je prends le risque? Est-ce exact, que il y a énormément de doutes et de confiance, comme exact. tu viens d'exprimer, Ouais. mais quand on a une passion, je crois, qui brûle en nous, Mhm. quelquefois, elle est plus forte que la peur, C'est vrai. ou elle nous aide en tout cas. Enfin, moi, pour ma part, c'est cette passion et cette impulsion dans le fait de dire, je fonce. Et une fois que je suis dans l'action, je le dis souvent, l'action anesthésie les peurs. C'est pour ça que je me lance des défis. Une fois Mm. qu'on est dans l'action, ben, il y a toujours les peurs, mais elles ne sont pas Mm. paralysantes. Oui, Mais ce que tu exprimes, c'est que oui, cette volonté de ne pas décevoir, cette volonté oui, cette peur de tout ça, c'est terrible à porter. oui. Et, et le dépasser est une victoire pour soi, en fait, déjà. Ah, mais totalement, hein. Que ça Ah marche oui, ou oui. non, je dirais c'est un second aspect de ce virage. Mais Ouais. déjà d'avoir osé prendre ce virage, Mais tout à c'est fait. déjà une victoire Et il pour faut s'en soi-même. féliciter, absolument. Et C'est vous. Oui, vas-y, je excuse-moi, te continue. rejoins pour les États-Unis. J'avais lu une phrase qui disait qu'aux États-Unis, à l'inverse de l'Europe, c'est que plus tu as d'échecs, ben, plus tu vas être admiré quelque part parce que plus tu vas avoir tenté des expériences. Mais tout à fait. Alors que chez nous, C'est hyper ça booster, alors que nous, on est un loser. prend complètement. Ici, ils se disent que c'est inévitable dans un parcours où tu vas entreprendre beaucoup de choses de ne pas Tout avoir réussi. essuyé d'échecs. C'est Mais pas possible. bien sûr, Et donc, effectivement, ils ne vont jamais regarder de haut quelqu'un voilà, qui s'est planté là ou là et puis qui s'est relevé. Mais au contraire, on va chaque fois insister sur le fait, ben, tu t'es relevé et tu fais autre oui, chose et tu as le courage et l'énergie c'est ça, positive de te de lancer dans autre continuer. chose. On va Oui. insister là-dessus beaucoup Et plus que chez nous. puis, on apprend systématiquement de ce qui n'a pas fonctionné. Mais totalement, hein. Ah, ben oui, Pour mais soi, déjà, j'insiste sur le soi et sur la façon de faire différemment dans ce qu'on a envie de faire, en fait. oui, Donc, sur oui. ça, je te rejoins. Après, sur la notion de culpabilité dont tu parlais aussi,
à un moment donné? Est-ce que je prends ce temps pour moi? Est-ce que c'est pas du temps au détriment de la famille ou de ceci ou de cela? Il y a énormément de choses à oser dépasser. Et bravo, parce que être médecin et oser dire, ben non, maintenant je suis auteur, c'est un sacré virage. Oui, oui, je pense que c'est extrême, on peut le dire. Oui. Euh, mais, mais, euh, mais encore une fois, hein, je salue le soutien que j'ai eu, vraiment. Oui, Parce qu'il faut pas croire qu'on fait ça tout seul, c'est pas vrai. Et ça ne s'est pas fait en un jour. bien sûr. Donc il faut pas non plus se dire, clac, d'un coup, tu as une illumination, non. Et c'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il faut vraiment, comme tu disais, célébrer déjà la remise en question, Oui, se féliciter de se dire, OK, maintenant, je fais arrêt sur image et je réfléchis. Est-ce que je suis vraiment dans une situation qui m'épanouit, qui me satisfait professionnellement dans ma vie privée? Est-ce que, voilà, je ne suis pas en manque cruel de temps pour moi, pour faire des choses qui me passionnent ou pour tout simplement, je ne sais pas, aller me balader, faire du sport, enfin, je ne sais pas. On a chacun oui, des oui, choses qui apportent de l'oxygène, mais rien que ça. Rien que ça, quand on a le nez dans le guidon, quand on a des enfants, quand on a son travail, quand on a le ménage, quand on a les courses, il n'y a plus de place pour tout ça, alors qu'en fait, c'est tellement absolument essentiel. bien sûr. Et déjà, rien que se poser la question et de réfléchir, parce que moi, je dis souvent, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. C'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas, Tout à fait. voilà. Mais savoir vraiment ce qu'on veut et comment améliorer notre quotidien pour se sentir plus en phase avec nous-mêmes, c'est pas évident. Ça demande du temps. Ça demande de vraiment y réfléchir. Donc, c'est déjà, comme tu dis, il faut déjà célébrer le fait de faire ce premier pas. Bien sûr. Voilà. Tu Ouais. sais, j'aime beaucoup comme outil la roue de la vie, où c'est une roue que je l'ai mis en ligne sur ce podcast, enfin, sur mon site apipsy.fr. On la retrouve, elle est téléchargeable gratuitement, où c'est un bilan, si tu veux, en début d'année, de toutes les 10 sphères les plus importantes de ta vie, familiale, argent, travail, D'accord. perso, etc. Et tu vas mettre un peu des couleurs dans chaque Oui. discipline et voir au fur et à mesure de l'année où il y a des lacunes, ou au contraire, où là, tu as réussi à progresser. Et c'est quelque chose qui te permet de prendre un petit temps chaque mois pour te concentrer sur ben, où j'en suis et te C'est un super reconnecter outil. justement à toi et te dire, bon, est-ce que je me suis encore oubliée ce mois-ci? Voilà. Tu vois, ça Voilà. te permet de cette réintrospection rapide et ça te fait te dire, attends, toi aussi, tu existes. Et toi Absolument. aussi, tu dois Oui. recharger tes batteries Oui. pour pouvoir Oui. encore plus être présente aux autres. Tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est pas égoïste? Je ne pense pas que penser à soi, ce soit d'abord égoïste, Mm. puisque si on pense, je parle pas d'égocentrisme, mais se centrer un peu sur soi, c'est retrouver une belle énergie qui va nous Absolument. donner cette belle énergie à encore plus distribuer aux autres. Absolument. Et ça, mais tu as complètement raison, je suis convaincue. Voilà, encore une fois, je parle en tant que maman parce que j'ai des enfants, mais je pense que ça peut s'appliquer pour tout le monde. Si on ne va pas bien nous-mêmes, on ne peut pas être là pour les gens autour de nous. Pas de la même manière. On ne va pas, comme tu dis, notre énergie va être complètement à plat et on va pas pouvoir assurer pour tout le monde si d'abord on peut pas assurer pour nous. Et ça, il faut quand même du temps pour s'en rendre compte, hein. Oui, oui, Ça, oui, j'ai mis du temps avant de, et je pense beaucoup de monde, parce que ça nécessite encore une fois de prendre du recul, de s'arrêter, tout simplement. Dans cette course, on est un peu comme tous des rats de c'est laboratoire, ça, tu sais, dans la c'est ça. roulette. Tant que tu ne t'arrêtes pas un peu et tu te rends pas compte que si tu n'accordes pas plus d'énergie pour toi, de temps, ben, tu t'effondres. Et donc, toute l'énergie de la maison va s'en ressentir finalement, mais tu t'en Oui. rends pas compte, bien sûr. C'est là où la Donc, vie vient de nous arrêter d'elle-même. ah, oui, oui, Quand on oui, n'a plus cette capacité nous-mêmes à prendre, moi ça m'est arrivé hein, il y a 7 ans, oui, d'avoir un accident de voiture qui m'a stoppé net. Pas grave en soi, puisque c'est surtout mon poignet qui a été très très abîmé. Mais aujourd'hui, je ne suis pas maso, je ne vais pas dire waouh, yes, youpi, j'ai eu cet accident, mais c'est quelque chose qui m'a permis, enfin qui m'a oui, obligé, c'est le terme, à oui, m'arrêter net oui, oui, et à oui, prendre ce temps. oui, Mais comme tu le disais toi pour ton enfant tout à l'heure, moi sans cet accident, je ne serais certainement pas auteur aujourd'hui. voilà. Parce que j'aurais pas pris ce temps. J'étais dans cet Oui, engrenage, voilà, oui, à tourner dans mon truc et puis toujours oui, fixé sur mes objectifs. Donc, oui,
c'est bien quand on peut éviter d'en arriver à ce stade. Et Absolument. c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ces podcasts, justement, Ouais, pour donner des outils, pour que chacun puisse aller puiser dans ses outils. Et puis à travers les interviews, les rencontres, c'est pour ça que je préfère papotage et confidence, parce que c'est plus de oui, cet ordre. À travers le vécu d'une personne, on peut mieux se projeter. oui, Et puis surtout, c'est accessible. On se dit, waouh, elle a réussi, pourquoi pas moi? oui, Alors, elle ou il, parce qu'il y a quand même des messieurs qui tout viennent à sur. fait. Mhm. Mais moi, ça m'a toujours fasciné de lire ou de voir des films d'ailleurs sur ces gens qui se dépassent, c'est stimulant. Oui. Donc, voilà l'origine de ce podcast. Ils ont Mais des. moi, je trouve que c'est une fabuleuse mission, Laurence. Franchement, bravo, parce que je pense qu'il n'y a pas assez. On n'entend pas assez parler de d'histoires, voilà, de gens qui se réinventent ou bien tout simplement qui s'interrogent sur, OK, est-ce que ce que je fais là me convient à moitié, complètement, pas du tout? Parce qu'encore une fois, parfois un changement radical, c'est pas ce qu'il faut. Pas du Mais tout, parfois un petit changement peut déjà bien faire une sûr. énorme différence. Donc voilà, mais rien que se poser la question. Donc bravo, c'est une très belle mission. Oui. Et moi, ça me fascine d'entendre toutes vos histoires et je me fais plaisir, ben, un peu égoïstement, à moi aussi, avant toute chose, parce que je m'imprègne de vos histoires, puis je les réentends quand je prépare le podcast, et je trouve ça tellement riche, tellement différent pour chacun. Et il y a Oui, toujours ce point commun de j'ai osé. Il y a quelques personnes qui n'ont pas eu besoin d'oser, ça a été naturel. d'accord. Mais globalement, je dirais qu'à 90%, les gens sont passés par cette phase de oser et Oui, dépasser des peurs, que ce soit la peur du jugement, la peur de ne pas y arriver, la peur, oui, peu importe. oui. Et toi, puisqu'on est dans ce podcast, quels sont les outils qui t'ont permis d'oser? Bon, il y a eu effectivement ce souci médical de ton fils, de ton enfant, Oui, ça a été le déclencheur c'était le où, déclencheur. Mais malgré tout, ça s'est fait naturellement par rapport au déclencheur, du coup? tu veux dire de se mettre à l'écriture et de se dire je ne veux plus retourner. Oui. euh, Alors, ah ben je pense de ne plus retourner, ça a dû se faire naturellement pour avoir du temps pour ton enfant. oui, mais disons que j'aurais pu retourner 6 mois plus tard, par Voilà. exemple. Et c'est à Mais ce non, niveau-là, oui, oser continuer, je pourrais dire, par rapport à ton vécu. oui. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'avais été tellement, tellement malheureuse comme la pierre dans ce job. Et encore une fois, hein, il y avait un écart immense entre le travail sur papier, parce que intellectuellement, le contenu du travail était excessivement stimulant, valorisant, prestigieux, mais en pratique, il y avait des dysfonctionnements dans le milieu du travail et cet environnement qui était vraiment toxique et le fait que je me suis dit, mais même si je change de boîte ou si je vais dans la même boîte, mais dans un autre poste, ou bien si je retourne dans ce poste-là, je vais de nouveau être prise dans cet engrenage où, parce qu'alors tu pourrais te dire aussi, mais apprends juste à dire non et et à mettre plus de limites et à ne pas travailler si tard. Et tu dis non, maintenant ça suffit, voilà. Oui, ben, telle personne est partie, mais vous pouvez pas me demander de la remplacer pendant 3 mois parce que ça fait 2 jobs en un. Enfin, voilà. Donc, tu pourrais te dire, mets plus de limites et dis non. Alors ça aurait été une option. Mais le problème, c'est que j'avais été trop vidée, totalement vidée de ma substance. J'avais vraiment eu l'impression de me perdre. Et le fait de m'être mise à écrire, ça a ouvert une porte que j'avais vraiment pas envie de refermer parce que c'était beaucoup trop intense, c'était beaucoup trop fort. Et je me suis dit, maintenant c'est ça que je veux faire. Mais encore une fois, Laurence, j'avais un mari qui m'a soutenue de manière extraordinaire. Même ma maman, je m'étais dit, mon Dieu, mais elle va pas comprendre. Enfin, et on sous-estime, enfin, je sous-estime souvent ma maman sans doute, mais elle a été fabuleuse. Elle m'a vraiment soutenue. Je pense elle avait bien senti, même depuis la Belgique, que j'avais vraiment frisé le burn-out de très, très près. Et elle voulait plus ça pour moi. Donc, finalement, on veut toujours que son enfant est bien, donc il Oui, soit heureux. absolument. Ma maman a été vraiment top. Et donc, ça a été crucial. Et encore une fois, le fait d'être ici. Parce que je pense, si j'avais été en Belgique, voilà, j'aurais quitté mon poste en compagnie A, on va dire. Je me serais arrêtée 6 mois. Je me serais occupée de mon petit. Et puis, ben, j'aurais cherché un poste dans compagnie B, similaire probablement, parce que j'aurais eu ce stress de sortir des cases probablement, et même avec cette espèce de ressenti
profondément épanouissant de l'écriture, je me serais dit, mais enfin, mais n'y pense même pas, te mettre à écrire des livres, mais n'importe quoi. Alors qu'ici, ça me semblait limite évident. Oui, Voilà. Donc, je oui, pense qu'il y a eu différentes choses. Il y a eu le fait que je me suis dit, oui, j'ose. Il y a eu mon entourage immédiat. Il y a eu l'environnement new-yorkais. Il y a eu beaucoup de choses. Mais tu sais, la vie, voilà, ça, je pense, c'est vraiment souvent une question de circonstances, de moments et d'endroits. Hein. c'est ça. Euh, voilà. Quand c'est le bon moment, ça doit se faire, ça c'est fluide. Quand c'est nous qui n'allons pas dans le sens où on devrait aller, ben, c'est moins fluide et puis d'un coup on nous Oui, stoppe. Et je oui, crois que pour oser finalement, c'est oser s'écouter. oui, Cette petite voix qui nous dit des fois ce qui est bon pour nous et qu'on refoule énormément. tout à fait. Ça pourrait être un petit conseil, pas un conseil, mais un petit outil qu'on néglige. Enfin, moi perso, je l'ai souvent négligé. Ah, mais moi aussi, hein. Euh, Et je pense qu'on est loin d'être les seuls, hein. Oui, oui, Et aujourd'hui, j'ai fait un petit peu plus attention. Voilà, oui, j'écoute davantage cette petite voix qui me guide, parce qu'on a tous cette petite voix qui nous guide, et oui, on sait facilement la reconnaître pour les autres. tout à fait. Ça, Mais c'est vrai. Oui, oui, oui. pour J'avoue. nous, Ah, oui, oui, et oui, c'est bien plus compliqué. oui, oui. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour nos auditeurs, même si on a déjà énormément évoqué de Oui. sujets? Mais non, je voulais vraiment merci. Je suis très honorée que tu m'aies invitée parce que je trouve encore une fois que c'est une très belle mission que tu fais. Je pense que c'est un podcast indispensable et je trouve qu'il devrait y avoir plus de plateformes comme ça où on peut entendre ce type d'histoire. Donc bravo. Et, euh, et puis voilà, non. Juste merci et bravo pour ce que tu fais. Merci à toi d'avoir accepté. Moi, ça me touche beaucoup. Et puis, tes mots me touchent, bien sûr, énormément. J'espère que nos auditeurs y sont sensibles. Et puis, je sais par les retours, de toute façon, que beaucoup se retrouvent dans les histoires et que ça aide. Et que ça inspire aussi, au-delà d'aider, ça inspire des gens à avoir cette impulsion de s'autoriser déjà à rêver. Oui, Parce qu'on oui, parle, on parle du postulat de ils ont rêvé et ils ont osé. c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé en me disant, mais vous savez, moi, je n'ose même pas rêver, C'est le premier pas. Oui, qui est quand même le premier pas avant d'oser. oui, oui, Donc, si toutes ces histoires partagées peuvent déjà permettre aux gens de s'autoriser à rêver, puis après, encore mieux oser vivre leurs rêves, c'est génial. Et tout à moi, fait. c'est ce qui m'anime à travers ce podcast. Oui, oui. Merci à toi, merci à Merci tous nos Laurence. auditeurs. Moi, je les retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Et puis nous, on reste en contact, bien sûr, très Absolument. très vite.